Angélique Bozio, c'est l'invité de ce lundi entre 19h30 et 20h à raison d'une demi-heure d'Underground sur Lick Your Idols. Elle est réalisatrice de ce documentaire sur les figures du cinéma underground américain des années 80. On dit c'était mieux avant, mais finalement ils sont toujours là, ces gens. On en parlera donc avec Jean Rouzeau. Angélique Bozio en interview. Lick Your Idols, c'est dans un instant. First of the next 1,000 years, a new legal testimony for a new day. Nova, le grand mix. Le grand mix. Nova, le grand mix. Ça peut peut-être faire comme les hommes de caverne, retrouver l'instinct premier, poser sa main sur une roche et mettre de la peinture autour, et c'est peut-être ça la véritable transgression aujourd'hui. Primitive culture has many gods, you know, like even Greek mythology, and you know, it has many different gods, and a lot of them are jealous, hateful, angry. And if you have a society that has no room for them, they're going to come in the back door. Serial killer, porno star, Jane Mansfield, Princess Diane. You're gonna create gods because you need them. L'underground américain bouge-t-il encore ? Nous recevons sur Nova, toujours avec le même plaisir, mais renouvelé, puisque pour l'instant nous l'avons reçu que par la bande. Vous allez deviner, c'est une devinette, une jeune femme qui a fait un film que nous avons passé dans une nuit zébrée. Ce film est un film où on voit beaucoup de choses assez difficiles et transgressives. Elle a mis des années pour le faire. Ce film est sorti en DVD au Chat qui fume. Qui suis-je en quelque sorte ? Je suis. J'ai un nom de marquise. Je suis. Trop facile. Angélique Bozio. Voilà, Angélique Bozio. Bonjour. Voilà, qui a mis des années à monter à New York sans moyens, sans aide et sans production pour faire parler un certain nombre des grands transformateurs de l'après-beat, c'est-à-dire finalement Richard Kern dont vous voyez maintenant les photos dans Vice, Nick Z dont vous ne connaissez pas les films, Lydia Lunch dont on écoutera la musique, Joe Coleman dont on commence à voir par l'intermédiaire d'Asia Argento le travail de copiste, ça a été un grand performeur, et toute cette bande de gens de la transgression new-yorkaise, de ce qu'on a appelé la no wave, la cold wave, la dark wave, et qui se sont permis de donner au cinéma la même tonalité qu'avait donné le punk en matière, on le sait, de graphisme, de journaux et évidemment surtout de musique. Alors, Lick Your Idols, c'est le nom de ce documentaire qui a 7 ans de gestation. Lick Your Idols, ce qui est intéressant dans cette semaine underground, c'est que déjà dans le titre, on comprend tout de suite, vous n'êtes pas là pour justement enfermer vos idoles, être révérencieuse et nostalgique. Non, c'était vraiment l'idée de départ, c'était d'aller rencontrer des gens qui avaient été extrêmement violents, extrêmement iconoclastes, voilà, et d'aller les voir et de ne pas les caresser dans le sens du poil, et justement d'avoir une vision très ironique de la chose, ce qui s'est pas nécessairement passé de cette manière-là, mais l'idée c'était de reprendre un slogan punk qui était Kill Your Idols, de le retourner, de faire le plus mauvais titre au monde, Lick Your Idols, pour bien faire comprendre qu'on était un peu dans la dérision et puis dans la légèreté et dans l'ironie. Voilà. Et il y a quelque chose d'underground dans l'histoire de ce documentaire parce que vous êtes sur un tournage, vous êtes l'assistante de production et vous en avez marre de pas faire votre propre film. Vous allez quand même court-circuiter tout le monde pour monter ce doc. Bah en fait c'était une idée complètement folle, c'était parfaitement inconscient. Je crois même pas avoir encore réalisé. Je suis toujours assistante ou secrétaire de production d'ailleurs, mais oui ça m'ennuyait d'être à la merci de tout le monde et puis moi de rien concrétiser, de rien faire. Et j'étais assez fascinée par ces personnes-là. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous avec eux, je leur ai écrit, ils ont répondu. J'ai dit qu'il y avait Agnès B derrière, que voilà tout était prêt, que j'avais l'argent, le matériel, et les techniciens. Et j'ai pris des rendez-vous à New York. J'avais pas l'argent pour payer mes billets, tout simplement. Vous aviez rien de tout ça? J'avais rien. J'étais une imposture totale. Voilà. Mais le cœur y était, et la volonté y était, et c'était extrêmement sincère. Je me disais, si je mets tout en branle, ça va se faire. Ça reste underground, ça. C'est cet artiste qui décide, quand on n'a pas un radis, de proposer quelque chose dont la société ne veut pas et dont la norme ne veut pas.
faut quand même tenter le coup. C'est ça un peu l'histoire de votre film. Je pense que quand même, on l'a vu sur Basquiat, on le voit quand on relit Patti Smith ou qu'on relit Lydia Lunch. Il y a eu non seulement ce New York peu cher avec toutes sortes de combines, d'arrangements, comme nous à Paris on logeait à plusieurs les uns avec les autres, on s'entraidait énormément. Mais il y a eu aussi une vraie volonté, une vraie culture avec quelques organismes, galeries. N'oubliez pas que c'est là-bas qu'est Max Pécasse avec son underground film Society. Enfin, il y a quand même un certain nombre de la galerie PS1. Enfin, il y a eu comme ça un certain nombre de gens qui quand même aidé avec 3 sous les artistes qui s'aidaient entre eux, etc. C'est ce qui nous manque beaucoup à Paris où on n'a que des gens de espèce d'establishment, de réseau, etc. Et on voit d'ailleurs que... Et c'est ce qui manque aujourd'hui à New York. C'est par hasard si Lydia Lunch vit à Barcelone, non ? Oui, ils se sont beaucoup exilés aussi. Ils ont cherché. Mais Lydia Lunch, elle a un discours très précis là-dessus, vraiment très réaliste. Où effectivement, elle a eu besoin de partir à Londres, elle a eu besoin de partir à Barcelone, etc. Parce qu'elle ne trouvait plus dans New York cette émulation-là. Mais on parle beaucoup d'art là, de références, de mécènes, etc. Faut aussi, moi, ce qui m'a fasciné chez eux, certes, c'est des étudiants en art, ils savent ce qu'ils font, mais ils sont dans un état tel à cette époque-là et ils ont une rage telle qui se filment tous les jours. C'est à la fois de l'art et à la fois un témoignage direct de ce qui se passe à cette époque-là. Richard Kahn, son premier film, c'est se filmer lui et ses amis en train de se shooter à l'héroïne chez lui. Et donc c'est à la fois quelque chose en art, moi, qui m'a marqué. Je trouve ça. Oui, c'est un peu comme Nan Goldin. Hein, c'est du Nan Goldin en cinéma, oui, mais ouais. c'est un autre esprit. Ils anticipent la version édulcorée qu'on connaîtra nous en France de l'autofiction, quoi. Ah ben oui, complètement. Mais par contre, ça se sent, c'est organique. Enfin, Jean, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais on se prend ce film en pleine face et il y a une vérité qui sort. À la fois c'est esthétique, c'est artistique et en même temps on se prend une claque énorme. Alors toujours pour ceux qui connaissent pas bien tout ça, n'oubliez pas... Vous voulez pas qu'on se prenne une claque avec Lydia Lunch là maintenant? Ah bah oui, parce que... Si, et comment s'appelle cette chanson de Lydia Lunch? Alors, elle est magnifique. Kill Your Sons. Tuez vos fils. They say they let you live at home with mom and dad instead of mental hospitals. Every time you tried to read a book, you couldn't get to page 17 because you forgot where you were, so you couldn't even read. Gonna kill your sons, kill your sons. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill your sons until they run away.
Your Sons. Voilà les commandements de Lydia Lunch. On reconnaît bien les cuivres à la new-yorkaise du début des années 80. Big Sexy Noise, Lydia Lunch qui va sortir un album bientôt avec Alan Vega. On en reparlera en janvier. Avec nous, Angélique Bozio pour l'Underground US et ce documentaire Like Your Idols sur le cinéma La Transgression. Rapidement, Lydia Lunch pour ceux qui débarqueraient. Je vais le dire en 2 mots. On peut parler à Angélique. Oui, d'accord. Moi, je dirais, alors Jean va hurler, et je dirais, c'est la Madonna de l'underground. Parce que Jean hurle. Il hurle. C'était une groupie qui apportait les déjeuners à des groupes de punk à la fin des années 70, d'où son nom de Lunch. Elle est devenue, et elle jetait des Tampax usagés sur les groupes aussi pendant les concerts. Voilà pour la petite histoire. Comme ça, les gens s'imaginent bien le personnage. Et ensuite, elle a fait de la musique. Oui, Catherine Ringer avait essayé de faire comme elle avait jeté aussi un Tampax, mais en France, ça n'a pas été très très bien pris, un Tampax usagé. Elle a jeté aussi ça dedans. Mais oui, Lydia Lunch, c'est quand même Teenage Jesus and the Jerks, c'est quand même un travail avec James Chance sur une espèce de jazz, free punk jazz, etc. Souvenez-vous, James Chance, James White, etc. Tous les groupes qu'il a fait. Des gens qu'on retrouve sur le label Le Son du Maquis aujourd'hui. Absolument. Alors voilà, le Maquis reprend ces gens-là. Ces gens vont venir nous voir les uns après les autres. Lydia Lunch a sorti de toute façon ses mémoires. Elle est, comme on l'a dit, à Barcelone. Elle fait ce qu'on appelle aujourd'hui du free speech, parce que toujours dans l'underground, après avoir invectivé les gens, il y a des périodes de calme. Les premiers concerts d'Alan Vega, et c'était ouvert sur la rue à New York, les gens avaient tellement peur qu'ils se barraient, quoi. Ils se barraient. James Chance, à New York, tirait les cheveux et donnait des coups de pied aux gens du premier rang. Et ne voyez pas là-dedans une éternelle pure stupide provocation, mais le désir de créer, c'est ça l'avant-garde, une catharsis, quelque chose. Oui, si tout est digérable, si tout est comme vous voyez la télévision en France, je ne vois pas comment vous changerez ou comment vous progresserez. Il y a des moments où il faut passer par une certaine contraction et une certaine violence calculée, parce qu'on finit sur Lydia Lunch. Elle a fait donc des films très durs, Lydia Lunch, mais c'est elle qui les scénarise. Et dans le film d'Angélique, Chaque fume, encore une fois, a demandé le DVD Like Your Idols. Elle explique, ils sont entre amis très peu, et ils décident de la fausse violence qu'ils vont théâtraliser, comme on a Coste en France, comme il y a eu des artistes dans le monde entier. Et donc comment est-ce qu'elles ont réagi les féministes, pas King Kong Theory à la Virginie Despentes, mais plutôt Chienne de garde à votre film? Alors déjà avant mon film, comment elles ont réagi au film de Richard Kern? Parce qu'à l'époque, dans les années 80 et 90, les groupes féministes, notamment en Allemagne, il y a eu une histoire géniale, débarquaient en pleine projo ou avant la projo, ruinaient le cinéma, volaient la copie, ou la recouvraient d'encre, etc., ou de peinture. Ils ont fait ça notamment en Allemagne, où moi j'ai été dans le même cinéma où j'ai été montrer mon film, en fait, la première fois, donc c'était assez drôle de se retrouver là. Et lui, il s'est fait harceler par des modèles, alors qu'elles avaient accepté de poser pour lui, mais il était harcelé ensuite. Elles lui pourrissaient la vie, et c'est pour ça qu'il se protège beaucoup maintenant avec ce qu'on appelle des release forms, d'où le titre d'un de ses bouquins. Et la réaction, moi j'étais très étonnée, j'ai eu un rédacteur en chef d'un magazine français que je ne citerai pas, mais qui m'a dit non, après quand on aura coupé, et qui m'a dit mais j'aurais jamais pensé qu'une fille puisse faire ça, en parlant de moi qui avait fait ce documentaire, et de Lunch qui jouait dans ses films. Et ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que Lunch effectivement écrivait ces scènes avec Kern. C'est pas Kern qui est diabolisé, qui les écrivait. C'est elle qui mettait en scène ses désirs, ses envies, ses peurs, etc. Après, tout le monde les prend parce que c'est une femme, tout le monde les prend au premier degré et ne va pas réfléchir plus loin. Et c'est ça qui est énervant. Je pense pas qu'une femme puisse avoir cet imaginaire suffisamment obscène et violent qu'a eu Lydia Lunch pour imaginer les scènes de viol, entre autres, qu'il y a dans les films. Oui, puis il n'y a pas de discours, c'est toujours pris comme au premier degré, vraiment. Si elle fait ça, alors elle se dégrade elle-même. Il n'y a pas d'ironie selon eux, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas ce qui est assez choquant. Une fois que les monstres se trouvent incarnés à un endroit ou un autre dans la société, il y a une paix sociale, en fait, c'est tout sauf l'excitation de la violence. Mais c'est ce que Durkheim disait, etc. C'est une soupape de sécurité à toute culture, de toute façon, à toute société. Et voilà. Et c'est la catharsis dont parlait Jean aussi. Et ces gens-là cherchent une forme de rédemption. Coleman dit effectivement que ces gens-là essaient de s'exprimer. Et c'est leur moyen de s'exprimer. Ils les excusent pas. Ils les mettent